Euh, je suis un peu mal à l'aise d'être le troisième monsieur retraité dans le programme aujourd'hui, mais faut l'accepter, faut faire le mieux possible avec cela. Et on va avoir, je crois, un peu plus de diversité du genre et aussi de l'âge plus tard dans le programme. Euh, mais je voulais... ça marche avec le micro? Oui. Ouais. Je ne veux pas ajouter beaucoup à ce qu'elle a dit, Elisabeth, de mon CV, mais effectivement constater que je suis émérite maintenant. J'ai quitté certaines de ces fonctions que tu as évoquées. L'année prochaine, si je reviens, va te fournir un CV actualisé. Mais je suis toujours associé avec ce laboratoire Aix-en-Provence et Marseille. Et je fais une dernière remarque préparatoire de cette présentation, et c'est que je m'excuse peut-être que je suis un peu plus personnel, je parle un peu plus de moi et mes ressentis, et très sincèrement, je le fais parce que je suis en colère. Je crois que nous sommes tous en colère de différentes façons. Personne n'est à l'aise face à la situation dans laquelle nous sommes, pas avec la canicule, pas avec les solutions nous proposées, qui sont nous proposées avec la situation générale. Mais je crois les scientifiques, comme il a bien illustré Jean Jouzel aussi, nous avons tenté un énorme action pendant, dans le cas de lui, 50 ans, pour moi c'est peut-être 40 ans, et nous sommes face à un échec très très fondamental, et je crois que c'est pas, contrairement à ce qu'il a été dit à la télévision il y a 2 jours face à notre collègue Christophe Cassou, je crois que c'est pas la faute des scientifiques qui sont des mauvais communicants, qui ont pas réussi à communiquer les faits scientifiques. Il y en a d'autres raisons, et il faut que nous intéressons à quelles sont ces questions, et que nous discutions avec les générations qui suivent, scientifiques ou non scientifiques, de comment faire mieux. Je vais voir, est-ce que... comment faire? Ah oui, là, comme ça. Non, ça n'avance pas. Ou je fais comme ça, hein, c'est pas grave. Donc, une situation des tout derniers jours, on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire. Je vais revenir à cette situation, à cette situation vers la fin de la présentation, mais pour moi, c'était un gifle. C'était pas un commentaire, c'était pas digne d'un président de la République à dire une chose comme ça face à l'évidence qui ici et ailleurs nous avons présenté. C'est un déni, on peut dire mensonge, mais c'est un déni de notre capacité de nous préparer aux situations à laquelle nous faisons face aujourd'hui, et de dire on ne s'adapte pas à cela. Je trouve que c'est choquant. Qu'est-ce que je veux réellement faire dans cette présentation? Il y a 4 points que je veux vite, je vais essayer d'accélérer un peu, évoquer. Qu'est-ce que c'est cette crise écologique dans laquelle nous sommes? Quelle est l'interaction entre les sciences et la politique qui ont été menées pour inverser le déclin? Sommes-nous en route vers une transformation? Et quel est le rôle des scientifiques aujourd'hui? Il est clair, j'admire toujours la façon de Guy faire le sommaire des faits scientifiques, son extrême pédagogie, mais il y a un élément que je trouve manque dans nos présentations habituelles que nous entendons de plusieurs collègues, c'est l'accélération que nous vivons actuellement. Ce n'est pas seulement que les projections des années 80-90 du premier rapport du
du GIEC se sont manifestés dans la réalité, mais nous sommes face à une accélération de plusieurs indicateurs du changement climatique, malgré nos efforts à faire l'inverse. Et la partie que je trouve la plus ou non pas la plus préoccupante, mais une très préoccupante qui était à d'autres colloques ici extrêmement bien illustrée par Annie Cazenave et par d'autres éminentes chercheuses dans la matière, c'est la hausse du niveau de la mer. On n'est pas seulement face à un réchauffement, mais on est face à une déstabilisation potentielle des grandes calottes de glace en Groenland et en Antarctique, et cela est en partie la raison pourquoi nous sommes face aussi à faisons face aussi à une accélération de la hausse du niveau de la mer, probablement autour de 5 mm par an au moment actuel, et cela dans très peu de temps. En 1996, on était l'année 2000, on était l'environ 2, donc on a plus que doublé la vitesse de cette accélération de hausse au niveau de la mer. Et cela, c'est évidemment, ça touche les Pyrénées orientales, ça touche toutes les littorales français, mais ça touche certaines régions pires que d'autres, surtout des régions dans lesquelles ils s'empilent différents facteurs de stress, d'une vie compliquée. Et le delta du Nil, souvent cité dans ce cadre-là, c'est une zone où non seulement le niveau de la mer monte, mais où, dû aux constructions de la barrage à Aswan, du barrage à Aswan il y a 50 ans, on perd du sédiment. Donc, le delta du Nil, on l'a doublement condamné à sa disparition, et les conséquences sont portées pas seulement par l'Égypte comme pays, mais surtout par les paysans les plus pauvres, qui sont ceux qui vivent dans le nord du delta, qui ont du mal aujourd'hui à irriguer leur culture, ou qui tout simplement perdent le terrain dans lequel ils travaillent. Il y a une autre dynamique en zone méditerranéenne que nous avons trop tendance à oublier. Là, je ne parle pas de la hausse au niveau de la mer, mais des événements extrêmes qui ont aussi été évoqués par Jean et par Guy. Et ceci est un événement extrême qui a été très très vite oublié en septembre 2023 en Libye. Des pluies torrentielles qui ont détruit une grande partie de la ville de Derna et qui ont fait un nombre de morts qui est probablement qui sera jamais complètement connu. Il y a plusieurs mille personnes qui sont disparues dans cette catastrophe. Et qu'est-ce que nous apprenons de cette catastrophe? Évidemment, la discussion, c'était à quel point un événement de ce type est dû au réchauffement climatique, et c'est bien le cas. C'est bien montré mécaniquement que si j'augmente la température de la mer, j'augmente la quantité de l'évaporation et de la possibilité de ces grandes catastrophes. Mais surtout, à Derna, ce qui a joué, c'est que comme c'était quand même connu qu'il y avait un certain risque des inondations, il y avait des petits barrages de protection dans le vallon que vous voyez tout au fond, là, au milieu. Et ces barrages n'étaient pas du tout entretenus. Ce qui est peut-être pas surprenant dans un pays qui est de quelque sorte en situation de catastrophe permanente au niveau de sa gouvernance, au niveau de l'abus de différents pouvoirs qui jouent une contre l'autre et qui ont toutes sortes d'actions en tête, sauf que la protection de la population contre les événements extrêmes. Et c'était ces barrages-là qui sont pétés très très vite pendant ces pluies, et c'est là qui a provoqué les pertes de vie et les pertes économiques dans la ville de Derna. Donc ce que nous apprenons, c'est que évidemment, aussi en France et en Allemagne et ailleurs, on a eu des pertes de vie et des coûts économiques, des grosses pluies torrentielles. Mais la situation ici était beaucoup, beaucoup pire, non à cause du changement climatique, mais à cause de la situation que nous permettons laisser exister qu'un pays n'a pas les moyens, pas les possibilités de protéger sa propre population. Et là,
il y a pour moi le grand enjeu de la justice climatique. Il y en a plusieurs éléments qui nous montrent que sans une nouvelle réflexion sur la relation nord-sud, nous n'allons pas nous sortir de la situation. Donc là vient un peu le terme de l'habitabilité. Est-ce que la Terre reste habitable pour l'humain et aussi pour le non-humain? C'est une définition un peu vague, vous allez dire, parce que nous ne sommes pas dans la communauté actuellement même intéressés d'arriver à des simples indicateurs ou des seuils, comme c'est le cas pour les limites planétaires ou autres. Nous voulons surtout insister que la question est posée d'une autre façon. La question n'est pas quelle est la température moyenne de la planète. La question est est-ce que nous arrivons à vivre sur cette planète et dans quelles conditions? Et le dernier rapport du GIEC le groupe de travail 2, le 6e rapport, a été assez formel, quoi. On n'a pas travaillé sur le terme d'habitabilité, mais on s'est intéressé à la question qui sont les personnes les plus vulnérables de la planète, combien il y en a et où est-ce qu'ils vivent. Où est-ce qu'ils vivent? Et bien sûr, ils vivent beaucoup dans les pays du Sud. Ça, c'est la carte laisse aucun doute là-dessus. Mais ils vivent aussi un peu partout. Et qu'est-ce que ce sont ceux qui vivent dans les pays riches ou dans les pays moyennement riches qui sont vulnérables à cause au changement climatique, aux conséquences du changement climatique? Ce sont des personnes défavorisées. Ce sont des enfants, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes sans abri, sans logement propre, c'est des gens qui vivent dans des passoires thermiques. Donc, ces personnes existent aussi, de la même façon qu'existent des personnes très riches dans les pays du Sud qui se protègent bien contre le changement climatique. Donc, l'inégalité n'est pas seulement une question nord-sud, l'inégalité est une question dans toutes les sociétés. Et si nous ne traitions pas cette inégalité d'une façon beaucoup plus radicale que nous avons fait jusqu'ici, nous allons toujours avoir des victimes et des morts du changement climatique. Je cite bien souvent cette physicienne que vous connaissez dans un autre rôle, mais elle est quand même éminente physicienne, qui surtout au moment de l'ouverture de l'année de la biodiversité en 2010, insistait sur un point, que le changement climatique n'est pas le seul forçage qui dégrade l'habitabilité de la planète aussi. La crise de la biodiversité est absolument non seulement une conséquence, mais un facteur indépendant qui impacte cela. Et une illustration peut-être un peu étonnante que je vais vous montrer, c'est la conséquence des vagues de chaleur marine sur des écosystèmes marins en Méditerranée, qui est massif. Hein. Vous voyez là une série de 5 ans qui a été analysée, et chaque fois quand le secteur rouge de ces quand le secteur de ces camemberts est rouge, c'était une mortalité de masse observée par les biologistes marines des écosystèmes marins. Mais ce qui montre aussi cette carte, elle donne l'impression qu'il y a un problème particulier en France, en Espagne, en Italie et au Chypre. Mais c'est quand même curieux, comment ça peut être ça? Pourquoi il n'y a pas des observations fiables des conséquences du changement climatique sur la biodiversité dans d'autres pays, dans le Sud, ou au Balkan, ou en Grèce? C'est tout simplement un effort scientifique, ou des moyens scientifiques. Quand vous êtes en Libye, par exemple, pour revenir à l'exemple, mais aussi en Algérie ou en Tunisie, vous n'avez pas les mêmes laboratoires qu'ici à Banyuls ou à Villefranche-sur-Mer, ou à d'autres endroits avec des moyens d'observer ces situations de mortalité. Et je cite cet exemple parce que c'est générique dans notre compréhension des risques associés avec le changement climatique et la crise de la biodiversité sur la planète. Les informations n'existent pas de la même façon de toutes les régions du monde, et ils donnent parfois l'impression que ce sont nous, les pays du Nord, et les pays riches qui sont particulièrement touchés, mais en réalité, c'est notre capacité de les observer plutôt que la réalité qui compte.
Une remarque a été déjà faite sur les points de bascule. Je fais très court. Effectivement, non seulement nous sommes dans une accélération de la crise, mais nous faisons face, et nous le savons depuis des années, qu'il y a plusieurs systèmes qui risquent à passer un point de bascule à l'échelle planétaire. Non seulement c'est potentiellement irréversible, comme il avait dit Georges Houzel, mais surtout ça peut s'accélérer de plus encore face à cela. Donc, vous savez largement ça, mais c'était vraiment les inégalités, la justice climatique et aussi l'accélération que je voulais souligner. Donc, comment se passe la communication ou l'échange entre les scientifiques et la politique dans ces thèmes? Pour rappel, depuis 1992, nous avons la Convention sur le climat qui a été signée par tous les pays de la planète où on s'est promis déjà qu'on veut tout faire pour éviter l'anthropogenic interference, donc l'impact humain sur le système climatique. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est un tel impact? Comment on sait qu'il est dangereux? Le premier indicateur qu'en 92 on a identifié dans cet article 2 de la Convention, c'est la capacité des écosystèmes à s'adapter. Et c'était aussi dans la réponse de questions de Jean à la question de François, à quel point le la paléoclimatologie est importante parce qu'effectivement, toujours le climat a changé, mais nous sommes dans une situation où la vitesse du changement climatique est telle que notamment nous perdons complètement cette capacité de l'adaptation. Donc notre réponse des scientifiques, c'était ça, d'écrire des rapports et non seulement écrire des rapports, mais faire en sorte que ces rapports seront lus, débattus et de quelque sorte approuvé à la fin par les gouvernements de la planète. Et ce qui est important avec tous ces rapports, c'est de reconnaître que tous les pays de la planète, y compris la France, y compris la Russie, y compris les États-Unis, ont à la fin d'un long débat approuvé l'existence et les conclusions essentielles de ces rapports. Et de leur illustration, qui je ne rentre pas dans les détails ici, qui pour de nombreux différents systèmes montrent, par exemple, ici pour la santé humaine, que non seulement il est important de limiter le changement climatique, mais aussi de s'adapter de la meilleure façon possible. Il y avait l'accord de Paris qui était déjà évoqué également, qui a pour la première fois fixé une température de seuil, pas forcément parce que c'est cette température qui nous préoccupe, mais parce que on sait qu'il y a nombreuses d'autres paramètres qui sont plus ou moins en cohérence avec cette température. Et très formellement, le programme des Nations Unies sur l'environnement regarde chaque année dans un rapport est-ce que nos efforts de l'atténuation sont acceptables pour obtenir ce résultat cet objectif de l'accord de Paris. Et effectivement, c'est pas du tout le cas. Hein. Vous voyez les trajectoires vertes ou bleues qui seront nécessaires par rapport à la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour obtenir les résultats de l'objectif de l'accord de Paris. Et les courbes rouges, ce sont des déclarations du gouvernement avant la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Et les émissions réelles observées, c'est la courbe bleue. Donc, nous sommes face à une inaction flagrante et nous peuvent dans aucun cas être surpris des canicules comme celle qu'on vient de vivre et la prochaine non plus. Donc, de quoi faire? Où est-ce qu'elle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut changer pour on ne sera plus dans cette situation? Le GIEC a été assez formel aussi sur la question. Non seulement l'accord de Paris a été signé en 2015, mais on a demandé au GIEC de préparer un rapport spécifiquement sur la question de la possibilité de changer la donne. Et je dirais la réponse cruciale de ce rapport dit 1.5 que nous avons publié en 2018 est qu'il y a des transitions profonde
dans le secteur énergie, l'aménagement des territoires, des villes, des infrastructures, des transports, des bâtiments, des industries. Et ces transitions sont situations comparables dans l'histoire, dans leur échelle, mais pas forcément de leur vitesse. Donc, autrement dit, on a été capable, dans une autre, avec d'autres objectifs politiques que la lutte contre le changement climatique, de profondément changer, par exemple, notre système d'alimentation, de la production d'alimentation et d'autres. Donc, c'est possible. Et l'IPBES, donc le petit frère, si on veut, du GIEC, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et des services écosystémiques, a non seulement constaté l'année après la même nécessité des changements transformateurs, mais a aussi depuis publié un rapport spécifiquement sur ce sujet. Quels sont les obstacles, quelles sont les opportunités par rapport à la transformation. Mais les transformations qui nous sont proposées, c'est plutôt de ce type-là. Produisons-nous des biocarburants en grande masse et nous allons pouvoir continuer prendre l'avion exactement comme nous l'avons fait depuis des années. Nous aussi d'ailleurs, les chercheurs du GIEC, plusieurs d'entre nous, on a eu une empreinte carbone absolument énorme. Sauf que ces technologies, effectivement, ils rentrent direct en conflit critique avec l'alimentation de la planète. Donc, si vous voulez brûler une grande partie de la biomasse produite par la photosynthèse sur la planète, effectivement, vous n'avez rien à manger après. Moins à manger après. Une autre transformation, dite entre guillemets, qui nous est proposée, c'est la voiture électrique, qui est présentée comme une façon décarbonée à régler nos problèmes de transport, sauf que, ça c'est une espèce de caricature, mais en principe, elle résout très peu des problèmes dans les villes, peut-être aucun problème de la congestion de nos villes, mais surtout, elle provoque, elle aussi, des nouveaux problèmes de fourniture des ressources, souvent dans les pays du Sud, dans les pays pauvres. Et donc, c'est une véritable question, est-ce que le grand déploiement de la voiture électrique va nous résoudre le problème? Je ne fais pas beaucoup de remarques sur le geoengineering, parce que Francis va le faire cet après-midi. On a déjà entendu à la fois Jean et Guy s'exprimer là-dessus, mais effectivement, c'est une proposition aussi qui a été faite, mais un point qui va peut-être pas être souligné, Francis, on verra, c'est que les pays du Sud commencent à s'interroger. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'une solution sur le changement climatique soit décidée par quelques pays riches du Nord dans leur propre logique et philosophie? Est-ce que c'est acceptable? Imaginons que ça fonctionne. Est-ce que c'est acceptable que les pays riches, de quelque sorte, contrôlent le climat encore plus que c'est le cas aujourd'hui par le déploiement ou pas de la géoingénierie? Pour rentrer dans un regard un peu plus positif, est-ce que c'est possible de amener les transformations de systèmes du tout associés avec notre utilisation des ressources naturelles et des territoires dans une façon démocratique, dans une façon où nous travaillons ensemble avec les citoyens, avec les élus, avec les collectivités? Eh ben, en France, on a, à l'échelle régionale, on a une série de formidables expériences plutôt positives dans ce sens-là. C'est un programme du CNRS qui s'appelle les zones ateliers. Il y a aussi d'autres programmes, des observatoires de la zone critique et d'autres. Ils partagent tous une qualité, que c'est les scientifiques travaillent à long terme en échange direct avec les élus, avec les entreprises, avec les populations locales, et un certain nombre de success stories, si vous voulez, qui montrent que la transformation, elle est possible, mais il faut qu'elle a lieu dans un contexte socio-écologique qui prend en compte tous les intérêts et pas seulement les intérêts des grandes industries. Donc ça, c'est
là, j'ai l'impression que ça n'avance plus. Ah. Non, ben, sur l'écran, attends. C'est déconnecté entre l'écran et... ouais. Ah, ça bouge là. Oui, là, ça bouge. Là-bas sur le banc. Oui. Attends. Oui, voilà. Je vais le mettre voilà. Et du coup, il n'est plus que là. Oui, d'accord, c'est pas grave. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et des sciences humaines et sociales qui sont peut-être pas suffisamment représentées dans ces discours-là, ils se sont posé la question à quel point une approche socio-écologique ou une approche transformateur, disons-le comme ça, peut rencontrer des obstacles à court ou long terme ou inversement de quelle façon on peut obtenir des points de bascule sociétal d'un sens positif. Je vous montre que ce schéma-là, je rentre pas dans les détails, mais vous voyez qu'il y a des différentes échelles de temps. Il y a certains systèmes que nous pourrions, si nous voulons changer d'une façon importante, par exemple le système des finances ou le système de la production d'énergie, un peu moins, mais de nos villes. Et nous sommes en train de le faire aussi et obtenir des progrès très importants au niveau socio-écologique et de notre utilisation des ressources. C'est pas que nous sommes bloqués totalement dans la situation actuelle. Et juste une petite publicité pour un tout petit livre qui est sorti l'année dernière, que je vous conseille vraiment, du philosophe Olivier Hamon de Lyon, qui a souligné un autre aspect de cette transformation, c'est que la performance que nous cherchons souvent technologiquement, c'est peut-être un culte, c'est peut-être pas cela qui est le sujet principalement qu'il faut regarder si on veut transformer la crise de la société face à cette crise. Et je vous invite à lire ce livre ou suivre une conférence d'Olivier Hamon là-dessus. Finalement, pour conclure, quel est pour moi le rôle des scientifiques à l'heure actuelle? Il est clair que la communication, c'est pas notre métier, comme il a souligné Sylvestre Huet hier dans le Monde, mais on fait quand même le mieux possible. Plusieurs entre nous, y compris Christophe Cassou, qui se fait agresser d'une façon, pas pour la première fois, mais très violentissime sur la télé avant-hier. On est encouragé de s'exprimer et je me félicite de quelque sorte du comité éthique de CNAS qui a fait un très bon avis sur cette question-là, qui surtout encourage la prise de parole des scientifiques et qui propose même qu'on s'exprime en dehors de sa propre discipline traditionnelle, ce que je fais moi sans aucune hésitation, à condition qu'on est capable de montrer les sources et les origines de ces pensées. Mais il faut reconnaître que dans certaines situations, il était nécessaire pour les scientifiques, aussi pour les non-scientifiques, de se manifester d'autrement contre, par exemple, les dérives absolues et totales de l'utilisation d'eau ou de la non-volonté de certains dirigeants de entamer une transition de l'utilisation d'eau dans les paysages. Donc, c'est cela qui a amené à des situations où le pouvoir a mené une sorte de guerre contre les manifestants, y compris les scientifiques, et où le terme écoterrorisme a été utilisé simplement pour la volonté des personnes à s'exprimer contre l'accaparement des ressources en eau par certains acteurs.
Donc là, je reviens à cette citation. Est-ce que c'est suffisant d'écrire des rapports et expliquer en détail que des situations comme les canicules ou comme les sécheresses ou comme la crise de l'utilisation d'eau nous amènent dans une situation préoccupante et encore une fois, je voudrais exprimer le colère face à cette prise de parole du président de la République sur cette impossibilité des scientifiques visiblement de aider à la transformation. Et une façon, je crois pas que le son va marcher, non? Ça c'est bon. Je laisse la photo. Derrière c'est une petite vidéo. C'est aussi une façon de s'exprimer pour les scientifiques. Et je crois François, tu étais là. C'était en octobre dernier au Trocadéro à Paris. Il y avait une centaine de scientifiques qui ont fait seulement chanter le Dies Irae de Verdi, la journée de la colère, pour exprimer notre colère d'une façon poétique et musicale soutenue par l'Orchestre du Nouveau Monde à Paris. C'était un grand moment aussi de la communication scientifique. Là, oui. Une autre façon, comme ça a été évoqué, le mot sortir du laboratoire, effectivement, il y a un petit livre qui a été publié l'année dernière, Sortir du labo pour défendre les vivants. C'est un livre que le collectif scientifique en rébellion a publié, surtout aussi pour expliquer la notion de pourquoi la notion de la neutralité des scientifiques est un mythe. Je rentre pas dans les détails, mais trop longtemps au niveau, dans le cadre du GIEC et dans d'autres situations, on a maintenu cette idée que nous sommes complètement désengagés, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des espèces de machines qui regardent des chiffres et objectivement, on vous raconte telle et telle histoire et après, c'est à vous, les citoyens, de tirer les conclusions. C'est effectivement ridicule comme positionnement. Personne n'allait jamais demander un cancérologue être complètement neutre par rapport à la mortalité de ses patients. Donc la discussion sur la neutralité est très importante et heureusement avec beaucoup de soutien de différentes institutions, y compris l'Université de Lausanne, on est en train de passer cette époque-là de la dite neutralité. Donc je finis avec cette image-là. Où est l'espoir? C'est toujours la question. L'espoir est évidemment dans l'engagement, dans la nécessité de s'exprimer, de prendre la parole, de informer effectivement sur les risques et sur l'accélération et sur la justice, sur la manque de justice climatique qui est au fond de nos problèmes. Et effectivement, je suis content qu'ici à Port-Vendre, nous avons la possibilité de parler de ça d'une façon calme et amicale. Et je me régale la discussion que nous avons peut-être cet après-midi ou demain pendant ce colloque. Merci pour votre attention.